Bon. Alors, on va accéder à la deuxième partie de ce colloque, qui, je rappelle, est organisé par le Club Souveraineté et Démocratie et France Vigilante, sous la présidence de M. Bugeaud, ici présent. Voilà. Et aujourd'hui, nous accueillons un couple. C'est génial, non? Plutôt que d'avoir qu'un seul intervenant, il y a un couple. Voilà. Et ce couple, c'est Émilie et François Dubois, qu'on peut applaudir. Alors, Monsieur Dubois a écrit une œuvre récemment qui s'appelle « Alice au pays de Lucifer ». C'est très évocateur, quand même. Vous l'avez lu? Eh bien, vous allez le lire, dès maintenant. Et il pourra vous le dédicacer. Voilà. Il est vice-président de la profession gendarme. C'est un site que je vous invite à rencontrer. Et en même temps, il est ancien gradé de gendarmerie, notamment à la garde républicaine. C'est un monsieur qui a une connaissance parfaite du milieu de la gendarmerie et de l'armée et d'autres choses, notamment. Il est écrivain, évidemment, puisqu'il a écrit un livre. Et il a été enseignant aussi et formateur. Et il a été, ce qui est grave dans ce pays, remercié par l'éducation nationale, si j'ose dire, c'est ça? Vous me trompez. Uniquement pourquoi, selon vous? Peut-être pas jusque-là, mais pour ses idées politiques. Aujourd'hui, on remercie un enseignant compétent pour ses idées politiques. Voilà où on en est rendu dans ce pays, sous l'ère macronien. Voilà. Je vous demande d'accueillir, avec le plus grand retentissement de vos applaudissements, après déjeuner, Émilie et François Dubois. S'il vous plaît, merci. Donc, à vous la parole, François. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par une brève présentation, une brève présentation de mon cursus. Alors, je rebondis juste, ils m'ont pas dit merci à l'Éducation nationale, hein, ça c'est... Mais par contre, effectivement, je me suis vu contraint d'arrêter de travailler avec eux, puisque je travaillais en collaboration avec eux sur une base de contrats renouvelables chaque année. Et là, ça n'a pas été renouvelé, et le motif qui a été invoqué, c'était en raison justement de mes prises de position. Ça, c'est le motif officiel qui a été invoqué par l'Éducation nationale, puisque je donnais des cours de droit pénal en lycée professionnel dans la filière des métiers de la sécurité. Donc en termes de cursus, effectivement, je suis passé par la garde républicaine, là où j'ai commencé mon activité de gendarme. Garde républicaine où j'ai occupé plusieurs fonctions, des fonctions d'intervention, pays de la garde, pour le peloton d'intervention, pour les militaires qui connaissent. Et j'ai intégré après le GPHM, donc groupe de protection de l'hôtel de Matignon, où j'ai fait de la protection d'autorité auprès de 2 premiers ministres, dans l'ordre François Fillon et suivi de Jean-Marc Ayrault. Et à la suite de quoi, j'ai ensuite déménagé, alors, parce que pour des raisons familiales, on a souhaité quitter la prison dorée parisienne avec notre premier enfant pour aller se mettre au vert. Et là, on a rejoint la Gironde. Et à partir de là, j'ai donc été affecté en gendarmerie départementale en qualité d'enquêteur. C'est là que je suis devenu ensuite officier de police judiciaire et que j'ai pris mes premiers commandements, etc., etc. Commandant de brigade, pour finir ensuite instructeur au sein du commandement des écoles, où j'ai été formateur, évaluateur de formateurs en gendarmerie. Alors, j'ai une carrière de 20 ans, voilà, que j'ai résumé en quelques secondes, et j'ai quitté la gendarmerie parce que ça n'allait plus et ce n'était plus en rapport avec l'idée que je m'en faisais au départ, avec les valeurs pour lesquelles j'étais rentré au départ. Étant fils de militaire depuis des générations déjà, j'avais une certaine vision de l'institution et de l'arme, et petit à petit, elle s'est érodée. Petit à petit, en plus, en avançant au sein de la hiérarchie, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué qu'on imagine, qu'il y a beaucoup de cooptation, que c'est très infiltré, et qu'au final, on se retrouve dans une institution qui est ni plus ni moins que le porte-étendard du gouvernement,
À la fin, quand j'étais au commandement des écoles, il faut savoir qu'il était question d'organiser, alors quand je dis il était question, c'est-à-dire que ça se fait concrètement, des colloques comme aujourd'hui par exemple, avec les élèves gendarmes au sein des écoles, avec pour sujet l'idéologie de genre, et on invite dans les écoles de gendarmerie des représentants d'associations LGBT pour faire passer les messages qui vont bien, voilà, en phase avec l'idéologie du moment. Donc ça, entre autres, mais on est noyé d'enseignement à distance sur la virtualisation, sur des choses comme ça. En gros, tout le programme du World Economic, vous y avez droit et vous devez y être formé aussi. Voilà. Donc l'un dans l'autre, la situation du pays étant ce qu'elle est, je me suis retrouvé dans une situation où en plus, quand il était question de rendre les honneurs au drapeau, ça se faisait que sur la place d'Armes. Et dès qu'on avait franchi le portail de la caserne, ça devenait un sujet tabou. Et le patriotisme dont on fait preuve dans les armées, ça se transforme en être un facho dès qu'on a franchi le portail de la caserne. Donc à partir de ce moment, la dissonance est trop importante. Et il faut que je m'en aille. Et l'épisode qui a accéléré le tout, ça a été la vaccination, qui a été rendue obligatoire chez les militaires de la gendarmerie, et non pas chez la police. Et là, je me suis retrouvé avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Soit je faisais le vaccin, soit j'étais muté disciplinaire avec 10 jours d'arrêt. Donc c'était ça. 2 jours avant l'annonce officielle, j'ai contracté le Covid, ce qui m'a donné une exemption de 6 mois sur laquelle j'ai pu rebondir et préparer mon départ. C'est pour ça qu'après, donc j'ai quitté en 2022 et donc je me suis retrouvé à l'Éducation nationale. L'éducation nationale, il a fallu à peu près 2 ans avant qu'il me grille et puis que je me retrouve voilà, expulsé en bonne et due forme. Parce que forcément, comme ça a été précisé tout à l'heure, quand on est derrière des sites comme Profession Gendarme, qui sont des sites de réinformation, qui font du 10 millions de vues, quand on fait des conférences à droite à gauche, quand on est sur TV Liberté, quand on est sur Toxin, quand on est... Au bout d'un moment, ça finit par se savoir. Un jour, vous avez votre nom qui ressort sur Libération et vous êtes dénoncé comme le vilain facho d'extrême droite. Parce que j'ai toujours combattu l'extrême droite en soi. L'extrême droite, quand je parle de cette extrême droite-là, c'est l'extrême droite contre laquelle mes ancêtres ont combattu eux-mêmes. C'est-à-dire les idées relatives au fascisme ou au nazisme, c'est ce que je combats. Et voir donc des brûlots, lire des brûlots sur Libération où on vous accuse d'être extrême droite, c'est très vexant. C'est très vexant et c'est diffamatoire. Voilà. Moi, j'ai encore souvenir de mon grand-oncle qui nous montrait ses prises de guerre. Il nous montrait des dagues SS qu'ils avaient pris sur des soldats qu'ils avaient réussi à liquider tout en vivant dans la clandestinité parce qu'ils étaient résistants. C'est ça mes souvenirs d'enfance. C'est pas... voilà. Donc, tout ça pour expliquer le contexte dans lequel je me situe et les difficultés qu'on rencontre à évoluer pour faire valoir ses idées quand on a des idées patriotes, souveraines, etc. etc. Voilà. On est vite amalgamé dans une société qui confond tout. Et donc, j'ai écrit ce livre, Alice au pays de Lucifer, un livre que j'ai écrit en fin de cursus de gendarmerie. Donc il est sorti, j'ai dû faire 6 mois à peu près, sur les derniers moments, 6 derniers mois de carrière où il était sorti. Donc diffusion confidentielle au début, ça c'est pas trop su. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, un tel livre, il m'aurait valu un remerciement aussi de la gendarmerie de facto. Là, c'est une évidence. Donc ce livre, pourquoi je l'ai écrit ? Déjà, il fallait voir le contexte, parce que quand on se sent oppressé, ostracisé dans le contexte Covid, que rien ne va et on a envie de le crier sur les toits, mais on ne sait pas comment. Voilà. Donc c'était un exutoire. L'écriture, ça m'a permis aussi de relâcher la soupape un petit peu. Et donc j'ai pu écrire ce livre et y faire passer mes idées. Alors l'idée de départ, c'est le partage. Quand j'ai écrit, je l'avais écrit pour mes enfants, moi, le livre. Et puis je me suis dit, bon, on va l'envoyer quand même si j'ai 2% de chance d'être édité. Et il se trouve que ça a matché et ça a marché. Voilà, donc la parole, tant mieux si elle se diffuse, c'est le but. Le but de ce livre, ce n'était pas d'écrire un énième état de la société, tel qu'on peut en lire tous les jours, parce qu'on sait que ça va mal, on connaît les problèmes. Alors tout le monde n'a pas les mêmes solutions, tout le monde n'a pas forcément les explications, mais
on voit que ça va pas, et l'idée c'était pas de dire une fois de plus, voilà, ça va pas parce que si, parce que ça. Ce que j'ai voulu expliquer dans ce livre, ce sont les mécanismes par lesquels la gouvernance nous conserve, nous garde dans cet état de servitude volontaire. Vous vous êtes probablement tous demandé un jour pourquoi les gens ne réagissent pas. Comment ça se fait que ça reste des moutons? Pourquoi ils continuent à regarder, je sais pas moi, BFM ou des trucs comme ça? Pourquoi ils remettent toujours le bulletin Macron dans l'urne, etc., etc. Ben ça a une explication. Et cette explication, pour la comprendre, il faut remonter à des causes très profondes, des causes qui vont mélanger les sciences humaines, mais aussi la religion, l'histoire et tout ça. Si on ne comprend pas ces causes, je pars du principe qu'on ne peut pas comprendre le monde dans lequel on évolue, et par conséquent, qui ne connaît pas son ennemi ne peut pas l'affronter. Tant qu'on est dans cette illusion, sans en avoir compris tous les rouages, il ne sera pas possible de s'en sortir. Donc le but de ce livre, pour ceux qui ont vu les films Matrix, je ne sais pas, mais en tout cas c'est la pilule rouge, c'est celle qui va vous sortir de l'illusion. Et le but c'était de diffuser aussi auprès de gens qui sont dans l'illusion, pour qu'ils le lisent et que ça change leur façon de penser, leur logiciel. Donc je me suis dit, je vais écrire un livre plutôt dans ce sens-là, parce que des connaissances j'en ai, je peux en faire étalage, mais je vais les utiliser dans un autre but. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors ce livre-là, vous avez la pochette qui s'affiche là. C'est une pochette que j'ai dessinée moi-même en référence. Alors là, on ne voit pas l'image dans sa totalité, mais ils sont mis côte à côte avec la pochette de The Economist 2019, qui est une pochette très intéressante, puisqu'elle présente l'homme de Vitruve, avec plein de codes. Alors, moi, j'ai recalqué cette image-là, parce que cette image-là, elle est à l'image finalement de la société du spectacle, c'est-à-dire plein de choses divertissantes comme ça, mais qu'on voit sans réellement comprendre. Et derrière, il y a deux grilles de lecture. Il y a une grille de surface, celle qu'on offre à la plupart des gens, celle que vous regardez à la télévision, au journal télé, et puis celle pour les initiés, ceux qui ont les clés du savoir, les clés de la connaissance, et qui connaissent aussi, qui ont les réseaux. Et cette pochette, elle est évocatrice, puisque dedans, on y retrouve plein de codes cachés. Et c'est à l'image du monde dans lequel on vit, qui est finalement le monde du secret généralisé, quelque part. Et donc là, on voit l'homme de Vitruve. C'était en 2019, et c'est le numéro qui annonce l'année 2019, donc avant l'épisode Covid qui va arriver à partir de décembre 2019. Là, ce numéro, il date de janvier, à droite, et on y voit à peu près tout ce qui va annoncer l'arrivée du virus, d'ailleurs. Vous avez le code ADN, le pangolin, vous avez une peintre qui s'appelle Artemisia sur la pochette de la Renaissance, mais vous avez aussi, parce que dans la même année, dans l'année qui va venir, vous avez le renversement de Trump, donc vous avez le profil de Trump avec un drapeau américain inversé qui est affiché. Vous avez plein d'éléments comme ça. Après, il y a distraction, et on voit l'homme qui est maintenu dans une illusion perpétuelle, puisqu'il a un masque virtuel rivé sur les yeux, et donc aveugle, il ne peut pas se rendre compte de la réalité du monde. Et cette pochette, elle est très significative. C'est pour ça que je l'ai repris, puisqu'elle reprend un petit peu l'axiologie de mon livre. Voilà. On peut passer au slide suivant. L'axiologie du livre, elle repose sur deux axes, comme je le disais tout à l'heure, qui sont une approche par le biais des sciences humaines et une par la religion et l'ésotérisme. En réalité, ces deux approches, elles se combinent pour analyser le monde dans lequel nous évoluons. Alors, j'ai pris l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Pourquoi? Déjà, j'ai pris l'histoire encore pire. J'ai pris le dessin animé de Disney d'Alice au Pays des Merveilles. On ne peut pas faire plus basique. Ça aurait été peut-être plus noble de prendre un roman, mais j'ai volontairement pris le dessin animé. Alors pourquoi? Parce qu'une image vaut 1000 mots déjà, et qu'il est symptomatique du spectacle, et de la société dans laquelle on vit, et de l'illusion dans laquelle on nous berce. Ce dessin animé, justement, en plus de ça, il présente la spécificité de combiner les deux livres de Lewis Carroll, et d'en avoir retenu que l'essentiel, et finalement l'essentiel, c'est tous les symboles qui ressortent et que je vais décoder dans le livre, donc c'est pas un hasard si ça a été fait ainsi, mais il combine Alice au Pays des Merveilles et
de l'autre côté du miroir, qui est la suite. Donc ce dessin animé-là, qui a été conçu par Disney au début des années 30 et qui va sortir effectivement en 1951, donc je ne sais pas si vous voyez le travail, est le fruit justement d'un travail de réflexion très poussé et d'un travail sur la symbologie qui est extrêmement aussi poussé. Et ce qui est drôle, c'est que si on prend des dessinateurs de l'époque, là, donc Mark Fraser Davis, par exemple, qui était un des membres des Nine Old Men qui ont fait les premiers grands classiques de Disney, il avouait de ses propres mots n'avoir rien compris au dessin animé. C'est-à-dire que pour lui, c'était sans queue ni tête, c'était un chaos et c'était une histoire qui avait finalement peu de sens. Et ça, c'est drôle. Et quand on observe, Disney, en fait, a fait un copier-coller d'un film de la Paramount qui sortait en parallèle dans les années 30, et il reprend scène pour scène ce film-là. Alors, est-ce que derrière, les codes que je décrypte dans le livre sont adaptés, sont copiés sur ce film? Il y a de grandes probabilités. Alors ça, c'est pour la petite parenthèse, l'histoire. Mais alors, pourquoi l'histoire d'Alice? J'y reviens, parce qu'elle est symptomatique du spectacle, parce que la plupart des gens, quand ils regardent Alice au Pays des Merveilles, ils voient un dessin animé pour enfants, ils voient une histoire qui n'a pas trop de sens, un monde complètement fou, avec que des fous, ubuesques, voilà, et ils ne comprennent pas trop. Et au pire, ça représente une bonne distraction. Là, vous êtes tombé dans le piège. Distraire, c'est quoi? C'est vous faire regarder à côté. En réalité, il n'y a pas plus initié que cet univers-là. Et dans le livre, justement, je vais me servir de toutes les allégories, que je ne vais pas pouvoir détailler ici, bien entendu, pour expliquer et faire le parallèle avec les modes de fonctionnement de notre société, et dont les rouages reposent sur exactement les mêmes mécanismes que ceux qui sont utilisés par les Lewis Carroll, c'est-à-dire provoquer une inversion pour vous créer une illusion. Et Alice au Pays des Merveilles, c'est ni plus ni moins, le monde, tous les fous que vous voyez dans cette histoire, c'est ni plus ni moins que le reflet de notre société. C'est-à-dire qu'on a l'impression de voir le monde à l'envers, mais c'est vrai, c'est comme si on regardait dans un miroir, c'est une illusion. Mais c'est le reflet de notre monde en réalité. Et si vous voulez vraiment avoir la vérité, il faut regarder de l'autre côté du miroir, d'où le titre de la suite. Et ça, ça a été vraiment ma base de départ. Alors, moi, je m'appuie sur la philosophie situationniste au départ de Guy Debord, je vais expliquer rapidement ce que c'est, pour comprendre un peu les mécanismes de notre société. Alors Debord, lui, il parlait du secret généralisé, d'accord, qui se tenait en fait comme le pendant décisif du spectacle. C'est-à-dire que sans spectacle, il n'y a pas de secret. Sans secret, il n'y a pas de spectacle. Le spectacle, c'est l'écran de fumée nécessaire pour dissimuler les choses. Ça fait très complotiste de dire ça, mais ce que disait Debord, et il n'avait pas tort, il disait... des sociétés écrans jusqu'au secret défense, on vit dans un secret permanent. Si je rebondis sur le Covid, tous les entretiens du président de la République, ils se faisaient en conseil de défense. C'est pas un hasard. Donc on est vraiment dans cette optique-là. Le situationnisme, c'est aussi l'approche de l'homme dans la société matérielle capitaliste. Alors ça, c'est très important aussi à comprendre. Lui, il décrit le spectacle de Debord comme, il dit, le spectacle en fait institue le faux et l'illusion qui me l'entretient, d'accord, comme le choix déjà fait, du consommateur. En gros, quand vous regardez le spectacle, quand vous allumez la télé, vous regardez presque ce que vous voulez voir. Et là encore, si on rebondit sur l'exemple du miroir, quand je regarde dans un miroir, j'ai déjà un avis sur ce que je vais regarder. Et il y a une part de subjectivité dans ce que je regarde. Donc, en ce sens, il y a une illusion permanente, un faux attendu. Voilà, si on veut. J'essaye de faire simple, parce que Debord, c'est compliqué, hein, surtout après manger. D'accord ? Et ce qui m'intéresse, moi, là-dedans, c'est comment on en arrive là. Et Debord nous l'explique, il nous dit, voilà, en gros, l'homme, c'est l'être. Et l'être, petit à petit, il se définit par l'avoir.
Dans cette société de consommation, il se définit par l'avoir, au point, à la fin, de ne finir que par paraître. Que par paraître. Et ça, c'est très important pour le reste, parce que cette société de représentativité, elle va définir toutes les interactions sociales que je décris dans le livre à travers l'histoire d'Alice, ce qui n'est pas une mince affaire pour le mettre à la portée de tout le monde. Ça va être le mécanisme en fait par lequel toutes les interactions sociales aujourd'hui vont avoir lieu. Et tous les effets de dynamique de groupe vont avoir lieu aussi par cette représentativité, ce paraître. Tout à l'heure, on parlait des drag queens. Un drag queen, c'est le spectacle dans le spectacle. C'est quelqu'un qui est, mais qui cherche à paraître autre chose. Et c'est quelqu'un qui, dans son attitude consumériste, dans son avoir, s'accapare l'identité de l'autre. Et ça, c'est le point de vue ce serait le point de vue que poserait Debord là-dessus. C'est-à-dire que c'est une victime du spectacle. Les dynamiques de groupe, elles sont réglées par ça. Parce que qui dit être dans un monde de représentativité, dit être dans un monde de narcissisme, forcément, si on pousse ce concept à l'extrême, qu'on retrouve d'ailleurs dans les réseaux sociaux, dans tout ça, la quête d'admiration, la quête compassionnelle, toutes ces choses-là. Ce narcissisme, c'est un moteur parmi les autres de l'individualisme. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il y a un paradoxe là-dedans, c'est-à-dire qu'on est dans une société qui cultive l'ego et l'individualisme, mais qui paradoxalement va, grâce à ça, réussir à organiser des grands élans collectifs par le biais de certaines narrations. Je prends un exemple, vous prenez le métro, vous allez voir différentes personnes, elles vont être grimées de différentes façons, vous allez voir des gens woke avec des cheveux verts, vous allez voir des gens plutôt conservateurs, habillés différemment, vous allez voir des tas de personnes avec toutes des personnalités très marquées. Donc on est vraiment dans une société très libertarienne, puisque chacun est très individuel, très libre, très bien. Ils ont tous pour point commun souvent d'ailleurs d'être enfermés sur leur téléphone portable, et donc très retranchés dans leur propre bulle. Mais ce qui est intéressant à regarder, c'est que pendant le Covid, ils avaient tous un point commun, ils portaient un masque. Pourquoi ? Parce que c'est grâce justement à cette culture de l'individu que notre société parvient aujourd'hui à créer des dynamiques de groupe, autrement, enfin ce qu'on appelle en ingénierie sociale de la non-pensée de groupe, en s'appuyant sur des expériences que je décris dans le livre, comme l'expérience de H par exemple, qui est une expérience sur le conformisme, ou des choses comme ça, qui ont été mises en œuvre d'ailleurs par l'ingénierie sociale Covid pendant le Covid. L'expérience de H, c'est on prend un volontaire qui ignore qu'il est entouré de complices. Il y a un médecin qui sort une feuille avec des bâtons de différentes tailles. Tous les complices disent le plus petit, c'est celui qui est en fait moyen. Et du coup, le volontaire de l'expérience, la plupart du temps, il regarde les autres, il est gêné parce qu'il sait que c'est pas le plus petit, mais comme tout le monde a dit que c'était le plus petit, il dit que c'est le plus petit. Et ça fonctionne. Voilà. Et donc on a vécu ce genre d'expérience, comme l'expérience de Milgram aussi, qui est l'expérience du rapport à l'autorité, où, alors je ne sais pas si tout le monde connaît l'expérience de Milgram, ça ne sert à rien que j'en parle, mais en tout cas, une expérience où 62% des sujets ont été au bout. En fait, les sujets doivent délivrer une décharge électrique à un acteur, ils ne le savent pas, et c'est pour tester le rapport à l'autorité. Donc c'est supervisé par un médecin qui pose des questions. Si l'acteur se trompe, on doit monter en intensité la décharge à chaque fois. Et il y a 62% des sujets dans l'expérience de Milgram qui poussent au bout. Et ce rapport à l'autorité, tout ça, on l'a vu pendant le Covid et on s'y est confronté. Parfois, moi, je m'y suis confronté à mon travail. Quand les gens sont embrigadés, on rentre dans un déni où même les éléments les plus rationnels n'arrivent pas à les faire redescendre sur Terre. Et donc, j'explique toutes ces mécaniques dans le livre. Et alors là, ça me fait rebondir sur la deuxième partie, qui est finalement la religion et l'ésotérisme. Alors pourquoi je rebondis sur la religion ? Je vais rebondir par philosophie, entre guillemets. On va parler de la volonté d'action, c'est-à-dire ce qui pousse les gens à agir de la sorte. C'est bien de réfléchir sur pourquoi les gens agissent comme ça. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, même, je dirais ce qu'il faut comprendre, c'est que la problématique de fond, c'est quoi ? C'est notre liberté, en fait. C'est-à-dire, pourquoi je réagis comme ça, c'est bien, mais c'est est-ce que je suis vraiment libre de réagir comme je veux, surtout ?
Quelle est la part de contrôle qu'on exerce sur moi? Et ça, il y a des philosophes qui ont répondu. C'est intéressant. Et pourquoi je dis que ça va basculer sur la religion? Parce que je vais m'appuyer par exemple sur Maurice Blondel, qui est un philosophe de l'action, philosophie de l'action, qui est basée sur une philosophie chrétienne, où lui il dit la liberté, c'est pas un absolu. Il dit la liberté dans la volonté d'action, elle se traduit certes par l'autonomie de l'individu à choisir quelque chose, mais il n'y a pas que l'autonomie, il n'est pas totalement autonome. Il y a autre chose qu'on appelle hétéronomie. L'hétéronomie, c'est quoi? C'est la part des influences externes, le poids des influences externes sur l'individu. Et c'est ça qu'il faut prendre en considération. Sauf que dans la philosophie chrétienne de Blondel, ce poids des influences externes, il se situe dans la morale, parce que c'est un chrétien. Le bien, le mal. Donc des valeurs transcendantes. Mais aujourd'hui, cette hétéronomie, elle se situe où, vu que la religion s'effondre? Elle se situe dans l'idéologie qui l'a remplacée. Elle se situe dans l'idéologie qui l'a remplacée, et elle se situe, je dirais, dans le poids du subjectivisme idéologique. Alors ça, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on est dans une idéologie, aujourd'hui, on vous donne le sentiment, l'hubris, d'être tout puissant. Et là, il n'y a rien de pire, parce que là, vous tombez dans le panneau. Vous pensez être, et tous les gens qu'on croise la plupart du temps, et ceux que j'appelle les moutons, entre guillemets, pensent être tout puissants, justement, parce que sous couvert idéologique, ils se pensent libres dans une société libertarienne, alors qu'en fait, leur volonté d'action est purement guidée par l'idéologie elle-même. Et là, le piège va se refermer sur eux. Donc ça, c'est très intéressant. Et pour comprendre pourquoi on en arrive là, et pourquoi cet effacement de la morale chrétienne qui a été remplacée par l'idéologie, ben là, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. Alors là, c'est pas le but, je pourrais faire une conférence de 3 heures là-dessus. Mais il faut savoir que les choses commencent déjà bien avant la Révolution. Bien avant. La morale chrétienne a fait office de pilier peut-être jusqu'au XVe siècle. Mais à partir du XVe siècle, on a déjà la cabale chrétienne qui apparaît avec Pic de la Mirandole, Flavius Mithridate, des personnes comme ça, des grands courants de pensée qui vont petit à petit influencer les arcanes du pouvoir, des grands mouvements messianiques, comme le mouvement juif universel du rabbin Tzvi Sabbatéi, le sabbatéisme, qui est le plus grand mouvement universel de la religion juive, qui est répertorié jusqu'à présent, qui date du XVIIe siècle, et qui, en plus de laisser une trace dans l'histoire, va instaurer la notion de rédemption par le péché. L'essor du protestantisme, en parallèle, qui est particulièrement en lien avec le sabbatéisme et le franquisme qui suivra, etc. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous avez toute une préparation sur le plan ésotérique et religieux qui découle de l'histoire, qui va permettre d'en arriver là où on en est aujourd'hui du point de vue idéologique. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'évolution des rapports de l'homme, même en termes d'anthropologie économique. C'est-à-dire que si on prend les grands mouvements de pensée antérévolutionnaires qui ont été notamment le libéralisme, si on prend Smith, Adam Smith, la main invisible, qu'est-ce qu'il nous dit Smith? Il y a une phrase qui m'a marqué, moi, c'est que le libéralisme, ça fonctionne quand la somme des égoïsmes parvient à un équilibre. Déjà, je ne sais pas si vous voyez le grand écart qu'il y a avec la morale chrétienne. Et les jalons qui sont posés avant la Révolution, sur le plan anthropologique, hein, je parle. La Révolution, c'est pas mieux. On nous la présente souvent comme quelque chose de libérateur. C'est vrai, certes, inspiré de la philosophie des Lumières, mais la philosophie des Lumières, elle vient aussi elle-même inspirée de Spinoza, et Spinoza qui remplace la morale par l'éthique, c'est-à-dire qui remplace le bien et le mal, donc des choses transcendantes et fondamentales, par le bon et le mauvais. Ah, c'est beaucoup plus relatif. Hein, ce qui est bon pour moi, c'est pas forcément bon pour vous. Et c'est aussi plus personnel et égoïste quelque part. Donc, tous ces changements-là sont des changements en profondeur qui vont nous conduire à la société d'aujourd'hui. Et qu'on ne peut pas négliger sur le plan historique. Si on n'a pas conscience de ça, on n'a pas conscience du reste et on n'a pas conscience du monde dans lequel on évolue. Si on n'a pas conscience du monde dans lequel on évolue, comment vous voulez lutter face à des gens qui ont eux conscience du monde dans lequel vous évoluez?
C'est pas possible. La Révolution, une des premières lois qui est mise en œuvre, c'est de faire en sorte de dépénaliser, de légaliser les prêts contre taux d'intérêt. Ensuite, en 1791, la loi Le Chapelier qui supprime les corporations ouvrières. Donc c'était l'équivalent des syndicats. Ensuite, en 1794, on considère que l'argent est donc un moyen matériel comme les autres, sur le plan légal. Donc je ne sais pas si vous voyez aussi les grandes mutations que ça amène d'un point de vue social et anthropologique, au niveau du rapport à l'homme, au niveau du rapport à l'économie, etc. On critique souvent le capitalisme brutal, germinal, tel qu'il est présenté par Zola, etc. C'est une génération d'hommes après la Révolution. Hein. Juste après. Hein. Je ne sais pas si vous voyez... je ne voudrais pas rentrer... On pourrait faire une conférence aussi sur la façon dont on nous dépeint le Moyen-Âge de façon erronée et tout ça. Mais voilà, tout ça pour dire que... si vous voulez comprendre le monde actuel, si vous voulez comprendre le principe, qu'on fonctionne en fait sur un principe d'inversion des valeurs, c'est-à-dire qu'on soit croyant ou pas, ici vous pouvez être chrétien, vous pouvez ne pas l'être, vous pouvez comprendre en revanche que la chrétienté a été un socle qui a établi des valeurs de construction de notre nation, et que là, on a basculé en quelques siècles sur une inversion totale pour arriver à un régime. Et d'ailleurs, ça sera la dernière phase de l'explication, qui vise à faire de l'homme un objet, c'est-à-dire qui vise la réification. L'homme devient un objet marchand. Ça, c'était infaisable s'il n'y avait pas eu cette grande transition historique. Aujourd'hui, on nous parle de transhumanisme. Aujourd'hui, on nous parle de greffer des puces dans le cerveau. On nous parle de plein de choses. On nous dit aussi qu'on peut devenir, on est un homme, mais on peut se déclarer femme, etc., etc. Voilà. Et bien tout ça, c'est le produit de cette grande transformation. C'est aussi le produit de l'idéologie qui est aussi un grand pourvoyeur du subjectivisme, c'est-à-dire que l'idéologie permet aux gens d'affirmer tout et n'importe quoi au nom de l'idéologie, et elle permet surtout au droit positif de prendre le dessus sur le droit naturel. Ça, c'est très important, parce que le droit naturel, c'est quoi? C'est tous vos droits fondamentaux, des droits qui sont transcendants, des droits relatifs à vos libertés, des droits qui sont relatifs à la propriété, à des choses comme ça, à des notions qui, parce que vous êtes homme, c'est votre droit. Et bien, ces droits-là, vous allez observer la société actuelle et la société vers laquelle on tend, vous allez voir qu'ils vont petit à petit diminuer. Le droit à disposer de mon corps, pareil. On va m'imposer un vaccin sous autorisation de mise sur le marché. On va me l'imposer. Tous ces droits-là, petit à petit, ils s'effacent au profit d'une idéologie qui, elle, favorise le droit positif, c'est-à-dire le droit de légiférer en raison, justement, des exigences de la société. Et ça, c'est un piège. Ça, c'est le grand piège. Et ça va de pair avec la religion, parce que quand vous penchez sur l'étude du droit naturel, vous voyez qu'elle est intrinsèquement liée au religieux et au transcendant. Donc la boucle est bouclée. Et maintenant, vous comprenez mieux pourquoi on a une telle cérémonie des Jeux Olympiques, par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y a le spectacle, il y a ce que vous avez vu, et il y a le message qu'il y a derrière. Le message, il est réservé à ceux qui ont compris, aux initiés. Vous en ferez partie, vous en faites peut-être déjà partie. Et il sonne comme une annonce de plan. C'est pour ça que je vous montrais au début la pochette de The Economist, parce qu'ils adorent faire ça. Mais il sonne aussi comme un avertissement. C'est l'anti-église qui s'est présentée lors de cette cérémonie, et c'est donc le schéma vers lequel on tend, c'est-à-dire un schéma d'inversion totale qui va réifier l'homme, le transformer en objet, un objet marchand. Voilà, on est vraiment dans ce... Et moi, mon livre, il porte là-dessus. Et l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, quand vous regardez, c'est une histoire qui a une dimension... Alors, j'emploie un gros mot, peut-être que tout le monde ne connaît pas, à portée eschatologique. Ça veut dire que
il est en lien avec la fin des temps. L'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, c'est comme ça. Ça commence dans un jardin, un jardin d'Éden presque, et ça se finit dans un chaos pas possible, avec une reine assassine, maléfique, qui n'est ni plus ni moins que la grande prostituée. Parce que, et là c'est pareil, alors je sais pas depuis combien de temps je parle par contre, mais la reine, si on veut faire une petite parenthèse sur les symboles, justement pour rebondir sur le livre, quand je dis qu'elle s'apparente à la grande prostituée, elle est représentée comme une femme avec des bijoux en or, avec une robe à dominante rouge. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans le dessin animé, Disney lui a représenté avec un damier. Donc ça c'est très intéressant. Voilà, c'est un symbole maçonnique. Le damier, c'est quoi? Le damier, c'est entre autres, parce que c'est un symbole que je décris dans le livre, et qui fait plusieurs pages de description, parce que c'est très complexe, mais entre autres, c'est un symbole de l'universalisme. Entre autres. L'universalisme, c'est très intéressant, parce que, je vous dis, c'est un symbole de l'universalisme. La grande prostituée, quand vous lisez Saint Jean, c'est écrit, donc, il est écrit qu'elle règne en maîtresse assise sur les eaux. Les eaux symbolisent le monde. Donc elle est le pouvoir sur ce monde. Et sur son front, c'est marqué « Je suis Babylone ». Babylone, c'est en référence à la Genèse, la tour de Babel. Tour de Babel qui n'est ni plus ni moins que l'allégorie du péché de l'homme, donc qui veut être Dieu à la place de Dieu, en voulant justement atteindre le ciel. Et Babel, qui finalement est un échantillon du cosmopolitisme actuel, qui mélange, on y parlait toutes les langues, etc. Enfin voilà, quand je vous renvoie au texte sacré, mais c'est exactement ça. Et donc on est dans cette dimension. Et cette dimension finalement, qui met en lien la grande prostituée, l'universalisme et tout ça, elle se fonde, elle se rapporte à des bases qui sont antéchristiques. Alors non pas que le Christ ne soit pas un universaliste, mais c'est une autre forme d'universalisme. C'est pas pareil. C'est différent. Donc voilà, je pense j'ai balayé grosso modo la thématique générale du livre, qui recoupe en fait énormément d'informations, mais qui donne une logique à tout ça, derrière une histoire, justement, qui utilise les mêmes mécanismes qu'utilisent nos ennemis, à savoir Lewis Carroll, qui était, pour la petite parenthèse, Lewis Carroll était pasteur, comme les créateurs de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, si on prend la franc-maçonnerie spéculative, celle de 1717, pas avant, officiellement, c'est Jean Théophile Desaguliers, et puis le deuxième, je ne sais plus comment il s'appelle, c'était... Oh, ça me reviendra, c'est pas grave. James Anderson. Et ben, les deux étaient pasteurs. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait un lien entre la réforme, l'avènement du protestantisme et les héritages aussi kabbalistiques et tout ça. C'est pas pour rien. Et donc Lewis Carroll aussi était pasteur. Et il enseignait dans un établissement anglican. Et il était prof de maths et de logique. Donc il a fait une histoire qui n'était pas si idiote que ça, et pas du tout chaotique comme on le prétend. Il a fait un exercice de logique, un des plus complexes qui ait jamais été fait justement, et qu'il fallait décrypter. Il a tout fait à l'envers. Et il s'est inspiré justement de la logique du miroir et du spectacle. Alors Debord l'a développé à sa façon bien plus tard, mais il y a vraiment un lien en termes de logique de pensée là-dedans. Et le monde dans lequel on vit s'articule autour de ça. Donc, une bonne façon de plus en être prisonnier, c'est commencer déjà à le comprendre pour s'en émanciper. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais. Alors moi, j'ai pas... Bonjour, Merci.
Alors moi, j'ai pas pour l'habitude, enfin, par habitude d'intervenir, puisque c'est François qui fait tout ça. Mais bien entendu, en couple, on parle beaucoup. J'apprends beaucoup. Et donc, il a peut-être pas, j'ai pas entendu, en tout cas du moins, le fait d'avoir précisé que son livre, c'est un récit, un essai sous forme de roman. Donc, moi, j'invite vraiment, moi, en tout cas, avec mes connaissances, avec mes bases, ça me semblait vraiment très compliqué. Et j'ai beaucoup appris. Et ce que j'ai surtout pu souligner, moi, en ayant lu le livre, c'est que j'ai eu un regard beaucoup plus critique sur tout ce que je pouvais voir, en fait, au quotidien. Que ce soit pas que des dessins animés, hein, c'est vraiment... ça développe un aspect critique, je trouve intéressant. Et puis j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce qu'encore une fois, c'est la première fois que normalement, je ne me mets pas à côté de François, mais j'ai une petite anecdote assez drôle concernant notre grande fille, Louise, quand elle était en CM2. Elle a eu un remplaçant à l'école élémentaire, et ce remplaçant a décidé d'aborder le sujet Alice au pays des merveilles. Comme ça, parce qu'il avait trouvé que, et c'était d'ailleurs une bonne idée, que c'était un vrai sujet pour les enfants, pour voir comment ils percevaient ce dessin animé. Bien entendu, il ne connaissait pas François, ni l'école d'ailleurs, c'était un remplaçant. Hein. Et Louise nous a fait part de l'échange qu'elle a eu avec le maître, parce que forcément, avec le livre que son père a écrit, et les discussions qu'on a à la maison, et ben franchement, c'est une enfant de 10 ans, à ce moment-là, elle avait 10 ans, et elle n'est pas plus, pas moins, voilà, on discute, c'est tout. Voilà. Et le fait d'avoir eu tous ces échanges, le maître, il était assez impressionné de voir l'aspect critique qu'elle avait sur le livre, vraiment. Et je dis ça parce que je ne sais pas comment François, quand il discute comme ça, je sais qu'il y a aussi il y a du contenu qui lui semble pas toujours simple, ou je ne sais pas. Mais vraiment, c'est un livre qui reste accessible plus qu'on ne le croit et qui, au contraire, apporte un plus, en fait, sur la compréhension. Ouais. Voilà. Moi, je voulais juste dire merci. Très bien. J'ai utilisé un schéma atypique. Applaudir madame, hein, vraiment. Ouais, j'utilise la mise en abîme dans le livre, donc il y a une histoire dans l'histoire. Évidemment, il y a l'histoire d'Alice qui se déroule telle qu'elle, que vous pouvez, et que, comme je le disais, j'ai pris le dessin animé volontairement, donc vous pouvez faire la comparaison avec le dessin animé, c'est presque point pour point. C'est ça qui est déstabilisant d'ailleurs, c'est vraiment déstabilisant quand on l'a vu, parce que point par point, on y est à chaque fois, et en même temps, il y a une histoire dans l'histoire, donc mise en abîme, puisque c'est une jeune femme qui s'appelle Alice, qui va se retrouver pour des raisons inexpliquées, en train de vivre l'histoire de la petite du conte. Donc, sauf qu'elle est sachante. Et elle va apporter son lot de connaissances à des personnages qui ne sont en fait que des personnages réifiés. C'est-à-dire que, par exemple, la petite porte du début, là, celle qui s'ouvre sur le monde des merveilles, elle parle, mais c'est un être qui a été complètement désincarné. C'est ce qu'on veut faire de nous dans le futur. C'est une porte qui parle, elle est réduite à sa fonction. Le jour où le transhumanisme deviendra monnaie courante, on sera réduit à des fonctions. On est dans un monde qui s'inscrit dans une logique performative, concurrentielle. Quand on écoute un Laurent Alexandre qui parle, son logiciel, pour lui, l'intelligence artificielle, ça se résume à la performance et à la concurrence. Et le mec, il vous explique que si vous ne vous êtes pas augmenté, les autres s'augmenteront à côté et vous écraseront. C'est pas ça l'intelligence. Et si un jour, intelligence artificielle, il y a vraiment autre chose que des algorithmes, quelque chose qui pense vraiment, je ne pense pas qu'elle pensera dans ce sens-là d'ailleurs. J'ose l'espérer. Alors on touche à des notions philosophiques profondes. Qu'est-ce qui anime le choix dans la volonté d'action? J'avais dit le poids de la morale, mais vu que vous avez toujours le choix entre le bien et le mal, dans le poids de la morale, qu'est-ce qui fait que vous basculez vers le bien spontanément? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas tous des psychopathes qui tuent tout le monde? Il y a quelque chose de très profond derrière tout ça. Donc là, oui, effectivement, le livre en parle. Et je profite effectivement de cette histoire de la jeune fille pour qu'elle découvre les raisons pour lesquelles elle a atterri là. Et c'est là que je vais rebondir sur le biais religieux, qui explique plein de choses. Donc c'est une construction qui est atypique, mais c'est fait pour amener les choses de façon pédagogue. Et c'est présenté...
chapitre par chapitre, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Alice, à chaque fois c'est des rencontres avec des personnages et voilà, ça peut presque se lire chapitre par chapitre pour un chapitre, quoi. Merci pour le son. Écoutez, c'est passionnant. Moi, quand vous avez parlé de la grande prostituée, il m'est venu une image. Je ne sais pas si c'est la même que vous partagez aussi. Il m'est venu une image, voilà. Je ne citerai pas le nom parce que ça lui ferait trop d'honneur. Voilà. Merci en tout cas l'un et l'autre pour votre intervention, mais ce n'est pas terminé. Madame, félicitations. Juste une question. Comment fait-on au quotidien avec François pour suivre tout ce qu'il fait? Eh bien, alors déjà, je ne suis pas tout. Mais par contre, oui, forcément, il travaille. Parce qu'en dehors du livre, enfin là, il écrit son 2e livre. Avec Profession Gendarme, il écrit beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'interviews, de déplacements. Donc, eh bien, déjà, il a changé de métier. Donc ça, parce que pour le coup, le métier de professeur, c'est moi qui lui avais trouvé, par le biais de la mairie, pour une mairie pour laquelle je travaille. Et après, François, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps, voilà, d'être isolé. Donc voilà, après, non, on y arrive. Et puis, de toute façon, on a modifié complètement notre mode de vie depuis, je dirais, maintenant... Enfin, ça s'est fait sur la longueur, mais en 6-7 ans. Là, maintenant, je pense qu'on est à peu près stabilisé. Enfin, pas totalement, maintenant que tu as perdu ton emploi, on va recommencer. Mais voilà, par contre, on a dû modifier beaucoup de choses parce que c'est comme s'il avait 3 emplois, en fait, sans être rémunéré, parce qu'il n'y en a qu'un officiellement qui rémunère, bien sûr. Mais après, c'est un partage pour tout le monde parce que tout le monde se sent bien, en fait, dans la vérité. Même les enfants, franchement. Et les amis, enfin, tout vient après. La vie, elle est bien faite pour ça, en fait. Quand on sait qu'on est dans le bon chemin, il y a tout qui s'enchaîne, quoi. Tout n'est pas parfait, mais ça va bien, quoi. Alors on peut dire que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. J'en viens maintenant à savoir si j'imagine que vous avez des questions, n'est-ce pas? Donc le docteur de Peretti, déjà en premier lieu. Je suis désolé, mais on a des intervenants qui sont passionnants et qui méritent évidemment d'ouvrir un débat. Alors, votre exposé est passionnant parce qu'il va vraiment au fond des choses, de ce qui est essentiel pour comprendre le monde et essayer, bon an, mal an, d'influer sur ce qui nous entoure. Donc, vous avez, en fait, il faut remonter effectivement à tout ce qui a fait la philosophie. Ce que vous avez décrit, c'est plutôt ce qui découle de la philosophie platonicienne par rapport à Aristote ou Démocrite, c'est-à-dire cette apparence, cette chose un petit peu qui n'existe pas, cette réalité fantasmée, et avec tout ce qui est mouvement ésotérique, et notamment donc la gnose, le mouvement gnostique, c'est-à-dire, alors personnellement je suis catholique, militant et pratiquant, et je viens d'une famille protestante. Et donc j'ai compris beaucoup de choses, parce qu'en fait pour les protestants il y a la prédestination, c'est-à-dire que vous avez des élus. Ces gens-là sont des élus, ils ont la charge d'amener le peuple vers le paradis. On retrouve effectivement les grands mythes que vous avez évoqués, notamment la tour de Babel, qui est véritablement le péché originel. Contrairement à ce qu'on nous dit, le péché originel de l'homme, c'est de vouloir devenir Dieu. C'est l'hubris des Grecs. Tout ça est extrêmement cohérent et vous avez eu le mérite de l'évoquer d'une façon à la fois brillante et intelligible. Et je vous remercie. C'est pas tellement une question que je vous pose, simplement des remerciements. Voilà. Enfin, je ne sais pas si tout le monde partage ma notion, mais je pense que il faut aller au fond des choses parce que effectivement, le combat, moi personnellement, je mène un combat militant et politique, etc. Mais le plus souvent, on reste un petit peu en superficie.
Hein, on lutte contre les effets sans lutter contre la cause profonde. Et quand on commence à comprendre la cause profonde de tous les maux, parce qu'en fait tout ça, il y a une logique à la fois dans le temps et dans la pensée. Les gens que nous combattons ont cette logique. Il faut le comprendre, le mondialisme, etc., tous les maux qui nous accablent viennent de cette conception du monde et de l'humanité. C'est donc vraiment quelque chose de fondamental. Et donc un grand merci pour votre exposé. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Alain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Pour François et Émilie aussi? Voilà. Allez-y. Oui, merci. Effectivement, Alain, tu as très bien résumé ce qu'on pense de ce qui a été dit. Moi, j'ai une question qui est très posée. Qu'est-ce qui pousse les mondialistes à comme ça, dire, par le biais de dessins ou de symboles, ce qui va se produire dans les temps qui arrivent? Je pense qu'il faut y voir là-dedans, justement, puisqu'on on est à des années-lumière des valeurs chrétiennes, il faut y voir une absence d'humilité. C'est vraiment c'est une satisfaction personnelle que de pouvoir profiter de son méfait et presque avoir la possibilité de pouvoir l'annoncer en toute impunité. Il y a quelque chose de jouissif. Et si on pense de façon, je dis sataniste, mais ça fait, parce que c'est ça, il faut pas avoir peur des mots. À ce moment-là, il y a une forme de perversité là-dedans, jouissive. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce qui a été dit, je pense que ce qui est très important dans la religion, c'est de conserver le dogme. Là, je rebondis sur la gnose. La gnose, elle fait l'objet d'un petit chapitre dans mon livre, d'ailleurs, où j'en parle. Je pense que le dogme est très important, parce qu'on le présente souvent comme quelque chose d'asservissant et quelque chose de limitant. On dit voilà, c'est la lourdeur de la religion, ça change pas, c'est fixé, c'est conservateur, c'est voilà. Je pense qu'au contraire, c'est le bouclier de la foi et que on amalgame trop par erreur dans notre monde la foi et le dogme, qui sont deux choses différentes, complémentaires, et l'un a besoin de l'autre. Et le dogme est vraiment le bouclier de la foi. La religion, c'est quelque chose d'intime, la foi, ça se ressent. Quelque chose qui se ressent, et le dogme est là pour la protéger. Et souvent, c'est le dogme qui est attaqué, justement, comme étant liberticide, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, c'est une protection. C'est pour ça qu'on peut s'inquiéter de certaines évolutions, notamment depuis Vatican II, de l'Église. Mais là, voilà, je ne veux pas rentrer dans des détails trop... Mais voilà, il faut préserver le dogme, et contrairement à ce que disait Proudhon quand il parlait d'exotérisme et compagnie, je ne suis pas d'accord avec cette vision-là. Lui, il disait qu'au contraire, c'était que le dogme religieux était plutôt réservé pour les non-sachants, et que la gnose, c'était la quête du savoir. Voilà. Pour lui, il y avait l'ésotérisme et l'exotérisme. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les trucs, mais je ne suis pas d'accord avec cette vision-là, qui finalement est très maçonnique, et Proudhon était maçon, et c'est pas pour rien. La gnose, c'est une affaire d'hommes. C'est-à-dire que ce sont des explications d'hommes pour les hommes. C'est bien, ça ouvre à beaucoup de choses en matière de culture, certes, mais c'est pas la foi. Ça remplace pas la puissance de la foi et le ressenti. Ça n'a rien à voir. Voilà. Bien. Bon, encore une question ou non? Bon, moi je vous invite à lire le livre qui s'intitule Alice au pays de Lucifer, ici présent, et peut-être dédicace aussi, je pense. Voilà, donc on tient à vous remercier, Émilie et François, d'abord d'avoir fait la route, d'être venus nous voir, et puis sachez ici que c'est un lieu tout à fait particulier, et on l'a intitulé avec Paul, je ne sais pas si Paul est dans la salle, le carrefour des droites. Très évocateur, n'est-ce pas? Voilà. Et oui, mais ça c'est le lieu.
Maintenant, le générique, c'est le carrefour des droites. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup, on vous félicite pour votre intervention.